Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 28 juin, au sommaire cette semaine, 5 articles. Pouvoir d'achat, de la difficulté de combler le désir d'achat à lire sur BFM TV. Facteurs d'achat, les différents éléments pris en compte par les consommateurs, à lire sur Fashion United. Marché de l'habillement pour enfants, tendances et perspectives en 2024, à lire toujours sur Fashion United. Les dessous de la relance de Camaïeu, à lire sur République Retail. Et enfin, Amazon se lance dans le low cost. Chine et Temu n'ont qu'à bien à se tenir. À lire sur le journal du geek. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Par ailleurs, cette semaine, je vous invite à écouter l'exceptionnel épisode 194 avec Bastien Valenzi, le fondateur de Kabaya. Cet entrepreneur hors pair est passé de 0 à 100 millions d'euros de CA en 8 ans seulement. Voilà, d'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Pouvoir d'achat, de la difficulté de combler le désir d'achat, à lire sur BFM TV en date du 28 juin. Le professeur de marketing Benoît Helburn décrypte pour BFM Business cette exception culturelle française qui fait du pouvoir d'achat le thème principal de toutes les élections depuis des décennies. Élection après élection, mouvement social après mouvement social, voilà bientôt 2 décennies que la question du pouvoir d'achat est l'obsession nationale. Dans cette campagne des législatives, cette préoccupation bat même tous les records. Le thème du pouvoir d'achat est cité en premier par 58% des Français, selon un sondage Elab pour BFM et la Tribune du dimanche, très loin devant la sécurité, 36%, l'immigration, 33%, ou même la retraite, 18%. Logique après plus de 2 ans d'inflation où les Français ont vécu au rythme des flambées du pétrole et des hausses en rayon. Après le chômage dans les années 90 ou l'insécurité au début des années 2000, le pouvoir d'achat est donc le problème majeur que doivent résoudre les politiques pour espérer convaincre les électeurs. Mais s'il n'y avait pas de solution ou de réponse susceptible de satisfaire les Français, c'est la question que pose Benoît Helburn, professeur de marketing et philosophe à l'ESCP, qui vient de publier un brillant essai « Ce que nous cache le mythe du pouvoir d'achat » aux éditions de l'Aube. Car si le problème du chômage par exemple, se règle en créant des emplois, comment satisfaire l'attente en matière de pouvoir d'achat alors que, selon l'auteur, le désir d'achat a remplacé le besoin d'achat depuis plus de 50 ans ? Ainsi, selon l'INSEE, le pouvoir d'achat a augmenté en France de 8% ces 10 dernières années et même de 14% sur 20 ans. L'auteur propose pour BFM Business d'analyser l'émergence d'un phénomène qui est au croisement de l'économie, de la psychologie et de la politique. Les Français ont-ils une bonne appréciation de leur pouvoir d'achat et des prix en général ? Benoît Helburn. Toutes les enquêtes montrent clairement que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Français ne connaissent pas le prix de ce qu'ils achètent, sauf évidemment pour les achats récurrents comme le café au bar ou le paquet de cigarettes. La plupart sont incapables, en sortie de caisse, de donner avec précision le prix des produits qu'ils viennent d'acheter. Ils sont par conséquent incapables d'évaluer l'inflation qui dépend d'une bonne connaissance des prix. Le pouvoir d'achat est donc une donnée psychologique facilement manipulable par les politiques et les acteurs du monde marchand. Par ailleurs, il existe un décalage croissant entre la perception et la réalité, même si on peut contester les mesures du pouvoir d'achat faites par l'INSEE, le décalage est flagrant. À de rares exceptions près, le pouvoir d'achat ne cesse de croître depuis 1945, de l'ordre de 1% par an en moyenne. De la même façon, la part de l'énergie, dont on fait grand cas dans les médias, est relativement stable depuis 30 ans, se situant autour de
9% du budget des ménages, alors que la part du logement a très largement cru sur cette période. La question du pouvoir d'achat est donc essentiellement psychologique et symbolique. C'est un outil de propagande utilisé à loisir par les acteurs du monde marchand et politique qui jouent alternativement sur la peur et la réassurance. C'est d'ailleurs le seul point discursif commun à l'ensemble des listes présentes lors des élections législatives. Pourquoi cette question a pris une place aussi prépondérante ces dernières décennies dans le débat public ? Il faut d'abord rappeler que le pouvoir d'achat fait partie des exceptions culturelles. Il n'y a qu'en France que cette notion irrigue le débat social et politique. Même dans les pays nordiques, rompus à la culture protestante et très sensibles à la question du juste prix, le pouvoir d'achat n'apparaît pas dans le discours public. Il y a plusieurs facteurs explicatifs. En gros, il devient un sujet central des discussions en fonction de la conjoncture économique, c'est-à-dire quand la société se perçoit comme étant en situation de crise économique. En regardant en l'occurrence du terme dans la presse, on peut observer un premier pic à la fin des années 1920 du fait de la crise de 1929, puis à partir de 1973 suite au premier choc pétrolier et enfin depuis quelques années on fait du fait que l'on nous parle de crise à longueur de journée. La résurgence cyclique de cette expression est alimentée médiatiquement par des peurs et des fantasmes comme celui du déclassement. À cela s'ajoutent deux événements majeurs. D'une part, la désindexation des salaires en 1983 suite au blocage des prix et des salaires. Elle alimente chez les salariés une crainte sur la hausse du coût de la vie. D'autre part, je pense que l'idéologie du pouvoir d'achat a été très largement renforcée par la loi de modernisation de l'économie de 2009, autorisant de fait les distributeurs à déduire de leur prix de vente les marges arrière et légitimement, de fait, la vente à perte. La rhétorique des enseignes s'est depuis lors structurée autour de la question du prix dans un pays où les grandes surfaces sont archi-dominantes. Les hyper-super représentent plus de 70% de la grande distribution. Ce sont d'ailleurs Édouard Leclerc et Intermarché qui ont le plus profité de la panique autour du pouvoir d'achat entretenu de concert par le monde marchand et politique, c'est-à-dire des enseignes qui ont fait du combat contre la hausse des prix leur cheval de bataille. De la sorte, ces acteurs orientent le discours social sur la question du prix bas, de la promotion et de la bonne affaire en positionnant le consommateur comme une victime du système marchand, ce que ne peut qu'enrichir la violence des relations marchandes et une défiance à l'égard des acteurs, notamment industriels. Qu'en est cette notion de pouvoir d'achat ? En fait, elle ne naît pas vraiment. Elle fait partie de ces notions vagues, si ce n'est gélatineuses, qui irriguent le discours social sans que personne ne sache de quoi il retourne. C'est en fait Adam Smith qui introduit cette notion dans son enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, parue en 1776. Elle est donc au cœur de la naissance de l'économie politique, à ceci près qu'Adam Smith ne l'aborde pas sous l'angle du prix des marchandises, mais sous l'angle du travail. Selon lui, la richesse ne dépend pas de l'accumulation de biens matériels, mais du pouvoir que l'on peut exercer sur le travail d'autrui, ce qu'il appelle justement la valeur travail, une notion qui sera largement reprise par Marx. Le pouvoir d'achat signifie la capacité de commander le travail d'autrui pour se procurer les commodités et agréments de la vie. On comprend dès lors que l'avènement de cette notion est concomitant d'une idéologie qui se met en branle à l'époque et que j'ai appelée la tyrannie du bien-être, à savoir que la recherche de confort matériel, social et psychologique devient une obsession qui oriente la plupart de nos désirs et actions. Vous dites que pouvoir d'achat est un vouloir d'achat qui ne peut dans les faits jamais être assouvi. Pourquoi ? Il faut bien comprendre la nature addictive du pouvoir et donc le cercle vicieux du pouvoir d'achat. Le pouvoir est cumulatif en ce sens qu'il appelle toujours plus de pouvoir. Le désir de pouvoir est un abîme sans fin. Et c'est bien ce mécanisme qui structure la société de consommation. Quand la notion de société de consommation apparaît
à la fin des années 60. On s'aperçoit que le terme de besoin disparaît peu à peu du discours et qu'il est petit à petit remplacé par celui de désir. Or, le propre d'un désir est de ne pouvoir être assouvi, d'où cette course sans fin qui explique bien évidemment les pratiques de surconsommation que nous devons désormais enrayer pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons psychologiques, dans la mesure où l'accumulation de possessions et de richesses ne nous rend pas plus heureux. Quel rôle joue la grande distribution dans cette confrontation politique autour du pouvoir d'achat ? Son rôle est déterminant, car il lui permet de confisquer le débat politique sur la consommation en l'emmenant sur le terrain du prix. Ce rôle est renforcé par la surprésence médiatique de certains patrons d'enseignes qui étouffent de fait tout débat sur une nécessaire politique de consommation en la réduisant à la question d'un pouvoir du consommateur qui est en fait factice parce que ce prétendu pouvoir d'achat ne signifie absolument rien si ce n'est du bluff. Le citoyen consommateur appréhende-t-il la scène politique comme une grande surface et les offres des partis comme des produits dont il change au gré de ses désirs en fonction de ceux qui lui proposent le plus de satisfaction ? C'est exactement ce qui se passe, à ceci près que la personne qui achète n'endosse pas forcément le rôle de citoyen. La rhétorique du prix bas entretient un mécanisme qui est à la tête de la bonne affaire, du prix bas, ce que l'on appelle en économie la recherche de l'effet d'aubaine. Autrement dit, l'individu gère ses achats en essayant d'optimiser son utilité en fonction de ses ressources qu'il estime de plus en plus limitées. Cette lecture microéconomique qui fonde la figure de l'homo economicus est très souvent décriée, est à mon sens le seul véritable apport de l'économie pour comprendre les mécanismes d'achat. Cette logique renforce la dimension égoïste de l'acheteur, comme l'avait déjà montré Adam Smith, et alimente bien évidemment un mécanisme d'atomisation de la société contre lequel nous devons lutter en faisant de la consommation un enjeu de délibération et de lutte collective. La rhétorique du pouvoir d'achat nous anesthésie, elle, en nous renfermant sur un petit moi arrimé à sa bulle de confort. Quelle place pour l'intérêt général dans une société atomisée où chaque individu ne cherche qu'à améliorer son pouvoir d'achat ? La focalisation du discours social sur le pouvoir d'achat trahit justement la résurgence de la notion de consommateur, figure inventée par le marketing pour décrire un individu qui, contrairement au client, n'a pas d'attache et aucun lien de loyauté présumé à l'égard du fournisseur. Il s'agit en privilégiant son intérêt particulier sur l'intérêt général. C'est donc la résurgence d'un paradoxe qu'avait très bien mis en évidence Adam Smith, à savoir que l'être humain conjugue en permanence une sympathie naturelle à l'égard de ses semblables et se soucie de leur bien-être tout en étant résolument égoïste et en essayant d'abord de privilégier son propre confort. Ce n'est pas un hasard si le contrepoids idéologique et culturel que nous avons produit pour contrer cet égoïsme maximisateur n'est autre que la responsabilité individuelle qui permet d'entacher de culpabilité nos actes d'achat. En un sens, la rhétorique du pouvoir d'achat oblitère la souveraineté du citoyen qui consomme en déplaçant la focale vers l'intérêt particulier alors qu'il s'agit justement de repenser l'intérêt général. Ce qui veut dire qu'il importe de favoriser une démocratie plus délibérative, nous permettant de poser collectivement la question des communs, des biens nécessaires pour assurer à chacun vie décente, des dépenses d'infrastructures nécessaires pour vivre mieux, bref, de tout ce qui manque à droite comme à gauche dans les propositions des partis politiques, obsédés qu'ils sont tous par la baudruche du pouvoir d'achat. Facteurs d'achat, les différents éléments pris en compte par les consommateurs à lire sur Fashion United en date du 27 juin. Lorsqu'il s'agit de faire des achats, le prix est l'un des premiers facteurs pris en compte par le consommateur. C'est ce que révèle la FEVAD dans une récente étude. Si les observateurs annoncent un léger ralentissement de l'inflation ces derniers mois, au sein des ménages français, la question du pouvoir d'achat reste importante. Pourtant, lorsqu'il s'agit de faire des achats, d'autres facteurs sont à prendre en compte. Selon la FEVAD,
Les Français restent très attentifs au prix lorsqu'il faut faire un achat. Ces derniers cherchent à réaliser davantage de bonnes affaires et à faire des économies, raison pour laquelle le discount rencontre un franc succès en ligne. La recherche de prix avantageux représente l'un des principaux facteurs pris en compte par les consommateurs, mais d'autres éléments entrent aussi en jeu. Grâce à la technologie d'IA sémantique de l'entreprise Synomia, plus de 240 000 conversations sur les réseaux sociaux ont pu être analysées afin de faire la lumière sur les préférences des consommateurs français. Le plaisir et le service client sont à prendre en compte parmi les 240 000 conversations analysées par Synomia et sa société mère Converteo. Il ressort que les consommateurs parlent principalement du plaisir, du prix et des services suivis de l'effort et de l'expérience. La motivation essentielle dans l'acte d'achat est le plaisir et plus particulièrement l'idée de faire plaisir aux autres, à des proches ou à des amis. Ainsi, 97% des conversations analysées évoquent le plaisir dans l'acte d'achat pour les autres et 3% le fait de se faire plaisir à soi. Les services arrivent en troisième sujet de conversation des consommateurs sur leurs achats. La livraison monopolise une large partie des échanges, suivie par le service client, puis les retours et annulations. Les conversations liées à l'expérience client sont très majoritairement dédiées à la recherche d'avis, de conseils et de partage, afin d'obtenir des points de comparaison et des retours parmi ses pairs. La pression du pouvoir d'achat n'empêche donc pas les Français d'inclure d'autres éléments dans le processus d'achat, aussi bien en ligne qu'en magasin. Les résultats de cette étude pour la FEVAD ont été présentés lors d'un webinaire dédié. Marché de l'habillement pour enfants, tendance et perspectives en 2024 à lire sur Fashion United en date du 25 juin. Avant le lancement du plus grand salon de mode enfantine à Paris, Playtime Paris, du 29 juin au 1er juillet, Fashion United se penche sur les chiffres clés du marché de la mode enfantine en France. Et c'est un marché en mutation, ralentissement structurel et perspectives contrastées. Si le marché de l'habillement pour enfants en France a connu un rebond en 2021 après la crise sanitaire, il semble désormais en phase de ralentissement structurel. En 2022, il a reculé de 5%, témoignant d'une conjoncture plus morose. Ce ralentissement s'explique par plusieurs facteurs, dont la baisse du taux de natalité et la prudence des consommateurs face à l'inflation. La concurrence y est également très forte avec de nombreux acteurs présents sur le marché. Des circuits de distribution multiples et une concentration sur le haut de gamme. Le marché français de l'habillement pour enfants se distingue par une multitude de canaux de distribution, chacun répondant à des besoins et des attentes spécifiques des consommateurs. En 2022, l'Institut d'analyse économique Xerfi répartissait les ventes entre les différents circuits de la manière suivante. Chaînes spécialisées dans le PAP, les leaders du marché avec 42% des ventes, les chaînes spécialisées constitue le canal de distribution dominant sur le marché de l'habillement pour enfants. Ces enseignes telles que Kiabi, Okaidi, Orchestra ou Jacadi proposent une large gamme de vêtements et d'accessoires à des prix variés, s'adressant ainsi à une clientèle diverse. Elles bénéficient d'une forte notoriété et d'un maillage territorial important, leur permettant de toucher un large public. Grande surface de diffusion, l'accessibilité au plus grand nombre. Les grandes surfaces de diffusion comme Carrefour, Auchan, Leclerc représentent 18% des ventes de vêtements pour enfants. Elles attirent une clientèle sensible au prix et à la praticité, leur offre étant souvent plus large en termes de produits et de marques. Leur présence sur tout le territoire français leur confère une accessibilité importante pour les consommateurs. Les magasins de sport, un segment en plein essor, les magasins de sport tels que Decathlon ou Intersport capturent 14% des ventes de vêtements pour enfants. Ce canal profite de l'engouement croissant pour les activités sportives et de loisirs des jeunes générations. Il propose des vêtements et des chaussures adaptés à la pratique du sport, mais également des collections plus casuales et sportwear. Les grandes surfaces alimentaires, une offre complémentaire. Les grandes surfaces alimentaires comme Lidl ou Aldi génèrent 13% des ventes de vêtements pour enfants. Leur offre, souvent plus limitée que celle des autres circuits, présente l'avantage d'être accessible lors des courses alimentaires, attirant une clientèle
recherchant la praticité. La vente à distance, un canal en pleine croissance. La vente à distance avec 7% des ventes connaît une croissance fulgurante ces dernières années, portée par l'essor du e-commerce. Les plateformes en ligne comme Amazon ou Vinted offrent une large sélection de produits à des prix compétitifs ainsi qu'une grande flexibilité d'achat pour les consommateurs. Malgré ce paysage fragmenté, on observe une certaine concentration sur le segment haut de gamme où certaines marques de luxe d'importation à licence tirent leur épingle du jeu. Des stratégies contrastées selon les segments. Face à un marché en évolution, les acteurs adoptent des stratégies différenciées. Les marques pour tout petits confrontées à un faible taux de natalité peinent à maintenir leur activité. Seules quelques enseignes comme Organic Mom parviennent à se démarquer en augmentant leur production. Plus dynamiques, les marques pour ados profitent d'une clientèle moins sensible à la baisse de la natalité. La seconde main en plein essor attire de plus en plus de parents soucieux de l'environnement et du budget. Cependant, trouver un modèle économique rentable reste un défi pour les acteurs de ce marché. Le rachat de Bibs par Kiabi illustre cette tendance et les difficultés rencontrées par les pure players. Un marché mondial en croissance mais des défis à relever à l'échelle mondiale. Le marché des vêtements pour enfants devrait atteindre 353 millions de dollars d'ici 2029 avec une croissance de 5,35% par an selon la société d'études de marché et de conseil Mordor Intelligence. Cette croissance est portée par plusieurs facteurs: l'augmentation du revenu disponible, une population active croissante, la personnalisation des produits, l'innovation et des prix abordables. Cependant, des défis subsistent, comme la concurrence intense et la nécessité de s'adapter aux attentes évolutives des consommateurs. En conclusion, le marché de l'habillement pour enfants présente un paysage contrasté avec des ralentissements en France, mais une croissance globale prometteuse. Les acteurs qui sauront s'adapter aux nouvelles tendances, proposer des produits innovants et répondre aux préoccupations des consommateurs seront les mieux placés pour tirer parti des opportunités offertes par ce marché. Les dessous de la relance de Camaïeu à lire sur République Retail en date du 26 juin. Michaela Habitant, directrice générale adjointe de Camaïeu, nous livre les détails du grand retour de la marque renommée Bi Camaïeu. Il repose côté offre sur des basiques essentiels et la durabilité avec la création d'une dizaine de points de vente dont certains partagés avec Célio. Comment vous sentez-vous à quelques semaines de la relance de Camaïeu ? Nous sommes très excités. Depuis l'annonce faite la semaine dernière, l'engouement est énorme. Cela confirme que Camaïeu conserve un fort attachement auprès des Français. Avec une notoriété préalable de 96% avant sa liquidation, nous anticipons que le jour de la réouverture sera un événement exceptionnel pour toutes les équipes impliquées dans ce projet. Quels seront les grands marqueurs de votre stratégie ? Notre positionnement est clair, ce qui est essentiel pour le succès d'une marque. Nous nous sommes appuyés sur l'ADN de Camaïeu tout en l'adaptant aux tendances actuelles. C'est pourquoi nous avons renommé la marque Bi Camaïeu, un nom qui évoque les basiques et les essentiels, répondant ainsi aux besoins quotidiens des femmes. Nous visons à simplifier la mode, un positionnement qui a contribué au succès de Célio et que nous souhaitons suivre. Comment avez-vous conçu cette offre et sa particularité dans le marché du prêt-à-porter féminin ? Notre gamme comptera 700 références, nettement inférieures à l'offre proposée à l'époque par Camaïeu, reflétant notre engagement envers la durabilité et la qualité plutôt que la surenchère. 70% de l'offre sera constituée de basiques et d'essentiels. La qualité, les coupes et les finitions seront les points forts de nos collections présentées dans une belle palette de couleurs. Nous nous distinguons par cette approche unique qui manque sur le marché féminin et qui constitue l'essence même de Bi Camaïeu. Nous espérons répondre ainsi aux attentes de nos clientes. Nos produits seront vendus au prix moyen de 30 €, comme celui de Célio, et nous utiliserons des matières communes.
L'accent est mis sur l'éco-conception avec 35% de nos produits déjà éco-conçus, un objectif de 100% d'ici 2030. De plus, le 29 août, nous lancerons une capsule Made in France composée de 6 pulls marinières, soutenant ainsi les fabricants français avec des prix un peu plus élevés. Cette initiative testera l'intérêt de nos clientes pour de telles offres. Célio s'inscrit dans le quotidien des hommes, mais peut-on calquer ce même modèle sur l'univers femme ? Absolument, avec une approche spécifique qui inclura le renouvellement de nouvelles couleurs. Pour accompagner ce relancement, nous avons formé un groupe d'ambassadrices provenant de toute la France avec diverses morphologies et tranches d'âge. Elles recherchent des basiques de qualité qui manquent actuellement sur le marché. Contrairement à des marques très axées sur la mode comme Zara, nous nous concentrerons sur des produits essentiels et durables que les femmes peuvent utiliser au quotidien. Notre objectif est d'atteindre toutes les femmes en nous appuyant sur un retour aux fondamentaux qui intègrent l'inclusivité jusqu'à la taille 48, l'authenticité et la proximité, des valeurs que nous souhaitons refléter dans nos collections. Comment avez-vous constitué votre réseau d'ambassadrices ? Nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux pour recruter des ambassadrices pour Camaïeu, ce qui a suscité un très grand nombre de candidatures. Au total, 20 ambassadrices issues de toute la France, représentant une diversité de morphologies, ont été retenues. Autour de ces femmes, nous avons formé une communauté dynamique qui participe activement à la co-construction de la marque. À travers des ateliers, nous abordons des sujets variés comme l'expérience client, les produits, le parcours en magasin et la stratégie e-commerce. Nous avons présenté les collections à ces ambassadrices qui nous ont fourni des retours précieux, nous aidant à affiner nos offres. Leur feedback est essentiel dans le développement de nos innovations et dans la réponse aux besoins de nos clientes, ce qui renforce notre connexion avec le marché. Ensemble, nous construisons Bicamaïeu comme une marque participative. Nous avons aussi co-créé avec elle une robe qui sera lancée le 29 août lors du relancement de Camaïeu, ainsi que 3 autres produits inspirés de leurs suggestions et adaptés à leurs désirs et morphologie. Qu'avez-vous prévu d'un point de vue marketing lors du lancement ? Nous travaillons activement sur cette question, bien que nous ayons déjà les points de vente. Les détails de l'ouverture restent à finaliser. Nous produisons un documentaire qui retrace les coulisses de notre projet de relance. Depuis ses débuts, des extraits sont régulièrement partagés sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet d'engager notre communauté et de susciter l'intérêt pour le retour de la marque. Chez Célio, la stratégie de marque inclut des partenariats et licences avec la collection Chamonix l'hiver dernier et Saint-Tropez. Est-ce qu'on va retrouver ce même type de partenariat ? Oui, nous adopterons une approche similaire pour les partenariats chez Bicamaïeu. Cette stratégie nous permettra de créer des liens entre les deux marques à travers des collaborations comme celle de Chamonix et Saint-Tropez. Vous retrouverez des éléments similaires chez Bicamaïeu avec des collections plus fantaisistes. Toutefois, nous ne proposerons pas de licence. Nous mettrons également en place un plan commun d'animation commerciale pour des temps forts clés, ainsi qu'un programme de fidélité à points similaire à celui lancé récemment par Célio. Vous avez indiqué que Bicamaïeu sera disponible en ligne et dans 13 points de vente. Pouvez-vous nous détailler le plan ? Parmi ces 13 magasins, 11 seront des Bistores, d'un côté Célio, de l'autre Bicamaïeu. 2 magasins proposeront exclusivement Bicamaïeu. L'un sera permanent à Compiègne, dans l'ancien emplacement de Camaïeu, et l'autre sera en pop-up au centre commercial Villizy 2 pour tester le concept dans une zone à très fort trafic. Parmi les 11 autres magasins, certains sont des transferts, des agrandissements ou des créations nouvelles. D'ici 3 ans, nous ambitionnons d'ouvrir 50 magasins. Bien sûr, septembre sera déterminant pour envisager la suite de notre stratégie. Les magasins Célio ont des codes très masculins. Comment allez-vous imbriquer d'un côté plus féminin dans ces points de vente ? C'est un point que nous avons identifié. Nous avons retravaillé le concept pour adopter un style plus neutre, épuré et minimaliste afin de mettre véritablement en avant nos produits. Nous avons également créé des espaces distincts pour les hommes et les femmes, différents de ce qui se faisait auparavant.
Amazon se lance dans le low cost. Shein et Temu n'ont qu'à bien se tenir. À lire sur journaldugeek.com en date du 27 juin. La plateforme américaine veut aussi sa part du gâteau sur le low cost. Après avoir conquis le cœur et surtout le porte-monnaie des consommateurs occidentaux, Amazon poursuit son implantation chinoise et se lance une bonne fois pour toutes dans le low cost. L'objectif de l'entreprise américaine est clair, utiliser sa position dominante et son service de livraison express pour faire de l'ombre à Chine, Temu et AliExpress qui rencontrent un succès exponentiel aux États-Unis depuis quelques années. C'est donc en Chine que le géant du e-commerce a donné une conférence privée afin d'annoncer une nouvelle vitrine, une plateforme en ligne low cost dédiée aux produits les moins chers. L'objectif pour l'entreprise est double, faire les yeux doux à la Chine, mais aussi différencier son offre en proposant des produits à bas prix susceptibles d'attirer un nouveau public ou de pousser à la consommation. Pas de livraison en 24 heures, mais concrètement, l'idée d'Amazon sera de copier le modèle économique de Shein, Temu et ses grandes plateformes chinoises en proposant des articles à prix bas et des collections éphémères. Pas de livraison Prime en 24 heures pour cette fois, puisque les produits seront directement expédiés depuis les entrepôts chinois. Il faudra ainsi compter une dizaine de jours jusqu'aux États-Unis, un délai plutôt raisonnable, qui coiffe au poteau la plupart des expéditions orchestrées sur AliExpress, Shein ou Temu. L'intérêt pour les consommateurs sera de pouvoir passer directement par la marketplace d'Amazon, avec tous les avantages que cela implique, tout en bénéficiant de tarifs beaucoup plus attractifs. Sur le papier, l'initiative n'a que des avantages. La marketplace Amazon référence depuis longtemps des produits de dropshipping à prix gonflé. L'arrivée d'une plateforme low cost devrait permettre de clarifier une bonne fois pour toutes l'offre de la plateforme en séparant d'un côté les produits classiques et de l'autre les références issues d'usines chinoises. Pour Amazon, il s'agira aussi de faire de l'œil à un marché sur lequel l'entreprise ne s'était jusqu'alors pas franchement attardée. Les commerçants chinois, quant à eux, pourront profiter de la force de frappe du géant américain pour tester de nouveaux articles grâce à une production en petit lot auprès des consommateurs. À l'heure où la France fustige l'ultra fashion, fast fashion, prévoyant même de pénaliser financièrement les plateformes les moins scrupuleuses du marché, l'annonce d'Amazon fait l'effet d'un pavé dans la mare qui contrevient aux tendances éco-conscientes actuelles. L'entreprise devra aussi veiller à ne pas laisser la contrefaçon et les produits dangereux proliférer sous peine de perdre en crédibilité, tout à moins de $20. La nouvelle plateforme de vente imaginée par Amazon devrait être lancée à l'automne prochain aux États-Unis, sans date précise pour le moment. Quant aux produits proposés, ils ne devraient pas dépasser $20. Dans une interview accordée à la chaîne CNBC, le porte-parole d'Amazon, Maria Bocchetti, avait déclaré « Nous explorons toujours de nouvelles façons de travailler avec nos partenaires commerciaux pour offrir à nos clients plus de choix et des prix plus bas ». Avant d'annoncer sa nouvelle marketplace low cost, Amazon avait déjà affirmé son projet de s'implanter durablement en Chine. En décembre 2023, l'entreprise avait annoncé la création d'un centre d'innovation technologique à Shenzhen. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.